Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'approche des grands maîtres de la psychothérapie proposée par la Milton Erickson Institute de l'Arizona, en l'occurrence de Phoenix, et par Jeffrey Zeig. Comme je vous avais dit, je vais tenter de faire un maximum de cours de Jeffrey Zeig avant qu'il parte. Je vais tenter aussi de faire de Stephen Langton parce que je pense que c'est des personnes qui, en termes de psychothérapie, psychopratique pour nous, et de l'utilisation informelle parfois de l'hypnose dedans au travers d'une approche ericksonienne, mais aussi au travers de réflexions autres, peuvent vraiment nous permettre d'améliorer notre façon de bosser. Là, ce que j'aime bien dans l'approche des grands maîtres, je l'avais déjà fait il y a quelques années, c'est que il nous envoie une vidéo sur laquelle travaille un psychopraticien célèbre, et après on l'étudie, ou en tout cas il met en avant certains aspects qu'il estime être importants. Pour ce premier numéro, c'était Carl Rogers, et il nous a fait une petite intro sur l'idée de la psychothérapie et de comment il veut aborder tout ça. Donc, pour lui, la thérapie, elle a commencé à se développer, la psychothérapie, à partir de 1885, pardon. Et avec tout ce qui était la psychanalyse, les psychodynamiques, notamment par Freud et tous ses élèves. Après, il y a eu une autre révolution qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, avec la thérapie comportementale de Wolpe, les thérapies humanistes avec Roger et Pearls, les approches systémiques avec Bowen, Satir, Whittaker, Haley, Mnuchin. Après, il y a eu les thérapies cognitivo-comportementales du fameux Beck, qui est le fondateur, et de Ellis. Souvenez-vous, c'est l'émotivo-comportemental dont je vous avais déjà parlé au travers du bouquin. L'approche expérientielle d'Erickson. Et après, il a fini par l'approche neurobiologie affective de Rossi et de Danziger. Donc, nous, en l'occurrence, dans un premier temps, et ça c'est intéressant comment il le partage, il dit une communication, dans le cadre de la psychothérapie, mais de façon générale, la communication va être, dans un premier temps, primaire, avec les affects, les pensées, les comportements, les perceptions sensorielles, ce qui est perçu et ce qui est imaginé, la physiologie et la relation. Et dans un second temps, il va y avoir en gros un sous-ensemble, les attitudes, qu'elles soient positives, négatives, neutres, la façon de les qualifier, l'intensité, la durée, le contexte, temps, espace et symbolique. Il y a également l'ambiguïté, et après il peut y avoir tous les aspects historiques, existentiels, spirituels, etc. etc. Donc c'est comme ça que lui, il prédétermine la communication, et ça va avoir un peu d'impact, notamment avec ce qu'on a vu après, avec le travail de Carl Rogers, qui bosse, lui, en l'occurrence, sur l'affect particulièrement. Autant on verra, je pense, avec Ellis, je crois qu'il y a Satir, et je crois qu'il y a Pearls, on va voir d'autres façons, notamment le cognitif, le comportemental, etc. Là, on sait que Rogers, son point fort, c'était de jouer avec l'affect et avec l'empathie verbale qu'il a de façon générale. C'est comme ça d'ailleurs qu'il crée son rapport. Son rapport clé se fait au travers de l'empathie verbale. Il y a eu une question d'ailleurs qui a suivi, que j'avais trouvé qui était intéressante par le groupe, où quelqu'un disait: est-ce que à ton avis c'est très rationnel ce qu'il a proposé, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plutôt du domaine de l'intuition? Et pour Zeig, qui a rencontré donc en 85, et c'est la vidéo qu'il nous propose, Carl Rogers, il dit: moi de mon avis, il y avait un peu d'intuition, mais c'était surtout quelqu'un qui était très intellectuel dans sa façon de fonctionner, et même s'il était hyper empathique, dans sa structure de séance, il était vraiment dans le côté intelligent, on va dire, du mental, plutôt que l'intelligence émotionnelle, ou en tout cas l'intuition. Donc la notion verbale et la répétition du verbal, et c'est vraiment quelque chose qu'il fait constamment, il reflète, il répète ce qui a été dit, et il reformule, il donne parfois un recadrage dans cette reformulation-là. Cette empathie verbale, c'est vraiment le travail type de Roger. Dans cette dynamique-là, il a
il met en avant quelque chose qui est intéressant, ce qu'il appelle la réponse 1, 2, 3, c'est prendre dans un premier lieu le contenu, puis après l'affect qu'il y a de ce contenu-là, et après la signification personnelle de ce qu'il y a dans cet affect, dans cette profondeur intérieure. Donc, très souvent, dans l'approche rogerienne, ça va être cette notion-là. Il y a du contenant, il y a du contenu, et souvent, vous connaissez cette sémantique-là, il y a du dépôt de contenu de la part de nos partenaires. Va y avoir une émotion, un affect qui va être lié dessus, et lui, il va beaucoup, beaucoup jouer là-dessus. Et après, au travers de cet affect, il va déterminer, ou faire déterminer, parce que c'est pas lui du tout qui détermine. D'ailleurs, Zeg le dit très bien, il dit... faut voir Roger comme un compagnon et non pas comme un guide touristique. Le guide sera le partenaire. Lui, il ne fait qu'accompagner dans la démarche. Alors que dans beaucoup d'autres méthodes de psychothérapie, le guide devient au fur et à mesure le praticien. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? Voilà, les 3 conditions clés pour Carl Roger, c'est l'empathie, l'authenticité et le regard positif. C'est vraiment sur ça qu'il met en avant son approche psychothérapeutique. Alors, on a eu quelques éléments que je trouvais intéressants. Il est beaucoup dans l'utilisation des mots, Carl Roger. Le mot est vraiment important. Et il va beaucoup refléter ce mot, répéter le mot, parfois reconditionner, reformater, recadrer le mot pour permettre à la personne de vivre au travers de ce mot et l'expérience du mot et du verbe. Il ne va pas dans le refus, il est toujours dans l'acceptation, l'accord et la compréhension à un moment donné. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il utilise le mot et également le silence. Il expliquait que juste avant la prise de la vidéo, il avait déjà laissé un certain temps sans même qu'il y ait de communication entre lui et la personne qu'il était en train d'accompagner. Et j'ai bien aimé comment il l'expliquait. Il disait, Roger, il est du genre à laisser naître naturellement les choses plutôt qu'y aller au forceps. Il dit, il n'y a pas une meilleure position, il n'y a pas une meilleure structure. Ça, c'est ce qui est intéressant dans ces cours-là. C'est qu'il dit, c'est des façons d'aborder la psychothérapie et c'est à vous après de trouver la forme qui vous plaît le plus. Et bien sûr, de travailler en étant à l'aise avec ça. Donc, le silence a aussi beaucoup d'importance chez Roger. Et on voit qu'il y a des moments où il se tait complètement après avoir reformulé, répété, recadré un mot. Et c'est surtout le mot, hein. C'est pas une entièreté conceptuelle, c'est vraiment un mot, au niveau souvent de l'affect et donc de la vision profonde des choses, qui va laisser l'autre émerger une idée, un concept ou quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, Zeg, au travers des questions, hein, qu'il n'a pas une intention d'aller sur le pourquoi. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs, en gros, il n'a pas le côté archéologique de recherche qu'on pouvait retrouver chez Virginia Satir, par exemple, la famille, la systémie familiale, hein, ou qu'on pouvait retrouver chez Freud, par exemple. Il n'a pas du tout cette notion-là. Lui, il ne pense qu'à l'ici et maintenant et à l'expérience vécue dans l'affect de l'ici et maintenant. Et il travaille qu'au travers de ça. Donc, il ne demande même pas l'histoire de la personne. Il laisse la personne y apporter le contenant qui lui intéresse, qui lui plaît et qu'il lui faut peut-être partager dans le cadre de l'accompagnement. Ouais, alors, moi là, c'est vraiment une question et j'ai pas pu lui poser. Il répétait souvent, Roger est dans le reflet du client. Il est dans le reflet de ses mots, il est dans le reflet aussi parfois de son attitude. Et j'étais en train de m'interroger si c'était pas une exploitation potentielle du rapport transférentiel du partenaire. Je crée dès lors, donc je suis une surface projective qui accepte l'ensemble des éléments, je répète, je reproduis, je redonne, parfois je recadre, mais toujours avec cet accord et cette adhésion de l'autre par rapport à ce que je vais dire, et est-ce qu'à ce moment-là, je ne suis pas dans une utilisation de ce reflet à un moment donné. Bon, en tout cas, il parle, donc c'est un rapport transférentiel, il parle du reflet du client. Qu'est-ce que je trouvais qui était intéressant ? Oui, c'est ça. Pas de but, juste être dans l'accompagnement. Il n'y a donc pas cette recherche du pourquoi. Il y a juste être dans l'ici maintenant pour que la personne, quand il va y avoir cette empathie, cet accueil, cette capacité à un moment donné, en étant vrai par rapport au mot qui a été prononcé et donc la manière dont lui il va la reformuler ou la redonner au partenaire, comment l'autre va réagir dessus. Et tout va jouer dans cet instant-là, dans le vécu de l'ici et maintenant, pour nous hypnotistes, dans la transe qui est créée à cet instant-là.
Il parlait de l'importance donc dès lors du rapport, comme je vous ai dit au départ, Rogers serait dans un rapport verbal et une empathie, un rapport empathique verbal, et donc il revenait un peu sur le principe du rapport, et il prenait une séance qu'il a fait 2 jours avant. Il dit, moi encore, il y a des moments où je me gourre dans le rapport et je suis pas dans le bon rapport, où je lâche le rapport. Et il a dit un élément que je trouvais intéressant et qui peut peut-être, pour nous tous, être un plus, c'est, j'étais avec la personne, mais j'étais en train de chercher une solution. Et je n'étais pas en rapport avec la partie blessée de la partenaire qu'il avait. J'ai trouvé que cette remarque, elle était intéressante, parce que très souvent, au travers de l'orientation qu'on a pu avoir avec la PNL et les approches indirectes qu'on nous a enseignées, on nous a souvent dit, dans la synchro par exemple, on peut avoir des synchros croisés, des mirroring croisés, d'accord, je me synchronise avec le souffle, ou avec un œil, ou avec une partie, un côté, en haut, en bas, etc. etc. Ce que j'ai trouvé intéressant et pertinent dans ce qu'il a dit, c'est qu'à la place d'être sur le rapport physiologique et de ne rester que sur cet aspect-là, on arrive dans un rapport sur les partitions de la personne en face de nous. Donc pour ceux qui suivent un petit peu ma présentation et mon orientation vers la thérapie des parties, c'est aussi sympa de se dire, je peux mettre en rapport avec une partie du partenaire, mais je peux aussi perdre le rapport avec cette partie-là, et dès lors savoir avec quelle partie je vais, ou est-ce que j'ai complètement perdu le rapport qui peut être thérapeutique à ce moment-là, soutenant avec mon partenaire qui m'avait présenté quelque chose que j'ai pas pu maintenir, garder le rapport pour aller ailleurs, peut-être par contre-transfert, peut-être par autre chose qui passe par la tête. Et dès lors, je vais mettre un certain temps pour retrouver cette partie et recréer ce rapport avec. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant à cogiter là-dessus. Voilà, globalement. La prochaine fois, on va avoir Ellis. Donc ça, c'est cool, hein. C'est tout ce qui est émotivo-cognitif. Je vous avais déjà proposé son ouvrage, je vous ai parlé un peu de ce livre-là. Il est vraiment intéressant. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien dans la manière de bosser. On est dans le monde de la TCC, hein. Donc il y a beaucoup de choses assez intéressantes. C'est pas de la TCC pure, hein, c'est sa manière à lui de voir le cognitif et le comportemental. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à me le demander. Je vous donnerai les infos que j'ai compris. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.